Bienvenue dans le labo d'Hippocrate. Je m'appelle Léo, je suis médecin en fin de formation. Chaque semaine, nous explorons votre santé et le fonctionnement de votre corps avec des conseils à appliquer au quotidien. Pour cela, nous utilisons la science, les études, mais aussi l'intervention d'une multitude d'experts. J'espère que vous êtes prêts à obtenir la santé que vous méritez. On est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Cyril Huchon, chirurgien gynécologue, président de la Société française de chirurgie gynécologique et pelvienne. Nous abordons pendant près d'une heure les cancers du sein, du col de l'utérus, de l'endomètre et des ovaires. Physiologie, dépistage, diagnostic, traitement, suivi, reconstruction. Vous aurez à la fin de cet épisode toutes les cartes pour comprendre et prévenir ces maladies. Professeur Huchon, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le labo d'Hippocrate. Comme à mon Merci. habitude, je vais vous demander de vous présenter, si c'est possible, en quelques mots. Merci beaucoup de l'invitation. Écoutez, moi, je suis Cyril Huchon, je suis chirurgien gynécologue, je travaille à Paris, à l'AP-HP, dans les hôpitaux Lariboisière et Saint-Louis. Et j'ai aussi la chance de présider notre société de chirurgie gynécologique qui s'appelle la Société de chirurgie gynécologique. D'accord, c'est comme ça moi que je vous ai trouvé un petit peu, parce que vous avez lancé il n'y a pas très longtemps une chaîne Instagram avec la société et qui fait plutôt des vidéos assez didactiques. Donc j'invite les auditeurs à aller faire un petit tour. Sur la chaîne Santé Gynéco sur Instagram, exactement. Comme on disait un petit peu en off, on est au mois d'octobre, au moment où on tourne. L'épisode sort aussi au mois d'octobre. Donc on ne peut pas aborder la santé de la femme sans aborder le sujet principal de ce mois d'octobre rose, qui est le cancer du sein. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur pas mal de choses, étape par étape, et notamment pour commencer, j'aimerais bien qu'on discute un peu du cancer du sein, qui est concerné, et quels sont les facteurs de risque d'attraper ou non un cancer du sein chez la femme. Alors, tout le monde est concerné, malheureusement, puisque c'est une maladie qui est très fréquente, avec 60 000 nouveaux cas de cancer du sein par an en France. On dit qu'à peu près une femme sur 8 sera concernée lors de sa vie par un cancer du sein, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même un cancer qu'on prend bien en charge. Alors, les facteurs de risque, il y en a sur lesquels on va pas pouvoir beaucoup jouer. Plus on vieillit, plus on a de chances d'avoir un cancer du sein, mais ça, c'est valable pour tout ce qui est cancérologique. Après, il va y avoir aussi des facteurs de risque sur lesquels on peut jouer ou pas. Ça va être l'hyperexposition aux hormones, en particulier les œstrogènes, c'est-à-dire que les patientes qui vont avoir des règles très précoces et une ménopause tardive sont un petit peu plus exposées aux œstrogènes et vont augmenter un petit peu leur risque de cancer du sein. De la même manière, les patientes qui sont obèses vont aussi augmenter un petit peu leur risque de cancer du sein parce qu'on a une aromatisation des androgènes par la graisse qui fait qu'il y a toujours une sécrétion d'œstrogènes qui persiste chez les patientes obèses après la ménopause. On a aussi le traitement hormonal qui est très discuté, qui a fait l'objet de nombreuses controverses. C'est vrai, augmente un petit peu le risque de cancer du sein, mais sous réserve d'un bon suivi gynécologique avec les examens cliniques habituels et les examens d'imagerie du dépistage dont on parlera tout à l'heure permettent de l'appréhender sereinement. Après, il y a des facteurs protecteurs. Le facteur protecteur, en général, c'est les patients qui ont allaité. Ça protège un petit peu du cancer du sein de la même manière que les patients qui ont eu beaucoup d'enfants, mais c'est pas parce que on est obèse qu'on aura un cancer du sein. Inversement, c'est pas parce qu'on est allaité qu'on n'aura pas de cancer du sein. Ça reste une sorte de chiffre, on va dire, macroscopique. Et il y a aussi une population qui est beaucoup plus à risque de cancer du sein, c'est les patients qui vont avoir une mutation BRCA qui augmente le risque de cancer du sein et le risque de cancer de l'ovaire en général. Ça, on va le savoir parce qu'il va y avoir plusieurs antécédents dans la famille pour lesquels on va faire des recherches génétiques. Et ces patientes-là, bien entendu, on leur proposera de rechercher cette mutation et de leur proposer le suivi ou la chirurgie. Quand vous parlez de caractéristiques hormonales, de traitement hormonal, vous incluez dedans la contraception ou pas? Parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée. Alors, c'est une question qu'on pose souvent. Effectivement, les œstroprogestatifs pourraient augmenter un petit peu le risque de cancer du sein, mais bonne nouvelle, ils diminuent le risque de cancer de l'ovaire. D'accord, donc c'est quelque chose qu'on sait un peu et c'est pas suffisamment significatif pour contre-indiquer la prise de... Bien entendu, on va pas contre-indiquer la prise de contraception œstroprogestative pour le risque de cancer du sein. Sachant que les bénéfices en général de la prescription sont bien supérieurs à ce que vous pouvez avoir comme effet délétère.
Ouais, c'est quelque chose qui est important à comprendre, c'est que quand on prescrit quelque chose, il y a toujours cette idée de balance bénéfice-risque et voilà, même si vous voyez sur une notice un effet secondaire qui peut potentiellement y avoir et qui est pas systématique, ce n'est pas parce que vous prenez une contraception qu'il va y avoir derrière forcément un cancer, mais cette balance bénéfice-risque permet de dire que la contraception est la plupart du temps indiquée dans ces cas. Tout à fait, d'autant plus que la contraception, parfois, elle est prescrite à visée thérapeutique. Il y a beaucoup de patients qui prennent une contraception à visée contraceptive pure, mais on a aussi beaucoup de pathologies qui nous indiquent la prescription d'une contraception pour les patients. Je pense en particulier aux patients qui vont avoir de l'endométriose, pour lequel ça peut être un traitement qui est efficace, de la même manière que les patients qui n'ont pas d'endométriose mais des règles douloureuses, souvent une efficacité assez forte de la contraception chez ces patients. Et en ce qui concerne le mode de vie, on sait que donc par aromatisation, c'est-à-dire transformation des androgènes type testostérone en œstrogène au sein même de la graisse, il y a un surrisque. Est-ce que tout ce qui est alcool, tabac, rentre aussi dans ces facteurs-là? Alors, il y a un surrisque effectivement de la consommation d'alcool aussi qui est connu. Le tabac, je vais pas revenir sur tous ses méfaits, mais il faut toujours éviter de fumer pour être en bonne santé. Ouais, ça c'est sûr. Je peux qu'approuver. Quand on parle cancer du sein, surtout là dans cette période, on nous parle souvent de dépistage et aussi d'autopalpation. J'aimerais bien qu'on fasse le point un petit peu sur la différence entre les deux et aussi à qui s'adresse au final cette autopalpation et ce dépistage-là. Bien sûr. Alors, l'autopalpation, ça s'adresse à tout le monde. Comme ça, c'est assez simple. Je rappelle aussi que 1% des cancers du sein sont chez l'homme. Les hommes peuvent aussi se faire des autopalpations. Alors, l'autopalpation, idéalement, elle se fait après les règles. Donc, bon, chez l'homme, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, l'autopalpation, ça va consister en général à faire, il faut en général la faire après les règles parce que c'est là où on a le meilleur moment pour examiner la glande mammaire. On va s'inspecter dans la glace, vérifier qu'il n'y ait pas de rougeur ou de choses particulières ou de déformation du sein. Et puis après, on va palper son sein droit avec la main gauche, son sein gauche avec la main droite, et on va palper la glande mammaire pour sentir qu'il n'y ait pas de petites aspérités ou de choses dans les 4 cadrans. Le sein est divisé en 4 cadrans. Et on regardera aussi derrière l'aréole parce que c'est parfois une zone qu'on peut oublier d'autopalper. On remontera bien aussi le long du feu axillaire, enfin le long du prolongement axillaire parce que la glande mammaire elle vient jusqu'à l'épaule sur la partie externe. Donc ça c'est quelque chose qui peut être fait tous les mois, l'autopalpation, et ça permet de retrouver parfois des pathologies. Alors quand on se palpe quelque chose dans le sein, le plus souvent faut rassurer quand même les patientes, c'est le plus souvent quelque chose de bénin, mais ça doit nécessiter quand même des examens complémentaires. Après, pour ce qui est du dépistage, il y a le dépistage organisé. Donc en France, ça s'adresse à toutes les femmes qui sont âgées de 50 à 74 ans. Ça consiste en une imagerie par une mammographie. La mammographie, c'est un examen radiologique où on va comprimer le sein, qui est en général complété par une échographie mammaire. Et l'avantage de ce dépistage organisé, c'est qu'il est gratuit. Vous recevez une feuille d'invitation par la sécurité sociale. Et surtout, contrairement à la mammographie que moi, je pourrais prescrire à une patiente en ville, elle bénéficiera, cette mammographie de dépistage organisé, d'une deuxième lecture. Et cette deuxième lecture par un autre radiologue spécialisé, elle n'est pas anodine parce qu'elle permet quand même de relever 7% des diagnostics, et cette deuxième lecture diagnostique 7% du total des cancers du sein par le dépistage organisé. Donc ça s'adresse à toutes les patientes de 50 à 74 ans. Après, c'est pas parce qu'on a 75 ans qu'on arrête de se suivre. Donc après, il faut continuer à avoir un suivi. Et à ce moment-là, on passe, on va dire, dans le dépistage individuel qui doit être prescrit par le médecin. Et on a aussi d'autres patientes, les patients dont je parlais tout à l'heure, qui peuvent avoir des syndromes de prédisposition génétique. Là, on va pas être dans le cadre du dépistage organisé parce qu'on va commencer le dépistage beaucoup plus tôt. En général, c'est 5 ans avant le cas index. Par exemple, si la maman a eu un cancer du sein jeune à l'âge de 42 ans, on commencera à 37 ans, 5 ans avant. Et l'imagerie, dans ces cas-là, chez ces patientes à risque, ce sera une mammographie, une échographie et très souvent aussi une IRM mammaire complémentaire qui seront réalisées tous les ans chez ces patients. D'accord. J'espère que j'ai été clair sur le... Plutôt très clair. Pour le coup, je pense que on entend beaucoup de choses et c'est vrai que parfois on peut penser que juste chez l'autopalpation, si je sens rien, j'ai pas besoin de radiographie, même si j'ai plus de 50 ans. Alors,
Tout à fait, vous avez tout à fait raison de le souligner parce que le but du dépistage, c'est aussi de trouver des lésions qu'on peut pas sentir. La plupart du temps, avant d'avoir ce qu'on appelle un cancer infiltrant du sein, on a un cancer in situ. Et donc ça se caractérise que par des choses qu'on peut voir à la mammographie qui sont ce qu'on appelle des microcalcifications qu'on n'a absolument aucune chance de palper, hein, parce que quand nous on les opère, on est obligé de les faire repérer puisque c'est absolument non palpable. Et ça me permet de revenir justement sur le cancer du sein. Quelle partie du sein dégénère au final pour atteindre le stade de cancer? Est-ce que c'est les glandes mammaires? Est-ce que ça va être le tissu musculaire aussi parfois? Qu'est-ce que ça va être? Alors pour le cancer du sein en lui-même, c'est la glande mammaire. On a deux types histologiques de cancer du sein. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu complexe. Il y a deux types de cancers qui sont les carcinomes canalaires, qui sont au dépend des canaux qu'il y a au niveau du sein. Donc en général, qui commencent par ce qu'on appelle un carcinome canalaire in situ avant de devenir un carcinome infiltrant. Et on a les carcinomes lobulaires qui eux sont au dépend des lobules du sein. Et puis par contre, ce qui est les tumeurs musculaires, c'est pas des cancers du sein. Quand on a une tumeur musculaire, ça s'appelle un sarcome. Et ça, effectivement, on peut en avoir au niveau du sein, mais ça reste quand même une pathologie exceptionnelle. Ouais, pour le coup, c'est très 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 rare. Je vous coupe quelques secondes pour vous dire que si vous souhaitez contester certaines choses qui ont été dites durant l'épisode, suivez le lien en description pour déposer vos réclamations avec étude à l'appui. Je ferai un épisode bonus regroupant toutes les mises à jour, tous les 4 podcasts. On peut reprendre. Une autre question moi que j'ai assez souvent pour des patientes justement qui ont juste été diagnostiquées ou qui ont un peu peur de ça, elles me disent je connais telle ou telle personne qui elle a eu seulement une mastectomie partielle, d'autres personnes à qui on a retiré le sein entièrement, d'autres personnes qui ont eu de la chimio puis la chirurgie. Il y a pas mal de traitements qui sont pas forcément indiqués pour tous les types de cancers, pour tous les stades. Est-ce qu'on peut faire un petit peu le point justement sur ça? Alors, on va faire le point. Ça va être long. C'est pas, on a le temps. Ouais, on va essayer de synthétiser. Effectivement, le traitement du cancer du sein, il va y avoir plusieurs choses qu'on a dans notre arsenal thérapeutique. La chirurgie, qui va permettre de retirer la tumeur. On a la radiothérapie, ça c'est les rayons qui vont être en général faits après la chirurgie pour diminuer le risque de récidive. On a la chimiothérapie, qui n'est pas indiquée dans tous les cancers du sein. Je vais vous expliquer un peu après dans quel cas c'est indiqué. Et puis on a aussi l'hormonothérapie pour les patients qui ont un cancer du sein hormonodépendant. Pour ce qui est de la chirurgie, ça va s'adresser à la plupart des cancers du sein. Donc le plus souvent et de manière préférentielle, quand on a une tumeur qui n'est pas de trop grosse taille, on retirera ce qu'on appelle la tumeur, donc ce qu'on appelle une mastectomie partielle ou une tumorectomie. Et on fera aussi un prélèvement sous le bras pour aller prélever un petit ganglion qui s'appelle le ganglion sentinelle. En général, ça nécessite une injection le matin ou la veille de l'intervention d'un petit produit radioactif pour que nous, quand on opère, on aille repérer ce ganglion. Tout le monde a des ganglions, hein, c'est normal, mais ce qui nous intéresse quand on va retirer ce ganglion, c'est de savoir en fait avec l'analyse au microscope s'il est malade ou pas. Parce que s'il y a une maladie de ce ganglion, ça veut dire que le cancer du sein s'est déjà un petit peu propagé et on va avoir d'autres examens à faire derrière. Après, à l'inverse, on peut avoir parfois une indication de mastectomie, c'est-à-dire de retirer tout le sein. Auquel cas, ça va être pour des patients qui ont plusieurs lésions dans le sein ou alors des lésions qui sont trop étendues. Et parfois, on peut même le proposer aussi pour des patients qui ont ce qu'on appelle des cancers in situ, qui ne sont pas encore des cancers infiltrants, mais qui ont une extension qui est tellement importante qu'on ne peut pas faire de traitement conservateur. Et dans ces cas-là, on propose de faire une reconstruction mammaire immédiate dans le même temps opératoire. Après, ça, c'est pour ce qui est des traitements de la chirurgie. Et puis, on peut avoir aussi une indication pour les ganglions, si on sait qu'ils sont malades sous le bras, à faire ce qu'on appelle un curage axillaire pour les retirer tous les ganglions pour les analyser. Ça, c'était les indications, on va dire, rapidement de chirurgie. Après, il y a les indications de radiothérapie. Alors, dans quel cas il y a une radiothérapie? Quand on fait un traitement conservateur du sein et qu'on a un cancer infiltrant, il y a toujours une radiothérapie qui est faite après. C'est pour diminuer le risque de récidive de la maladie. Pour les patients qui ont une mastectomie totale, il n'y a pas toujours une radiothérapie, et en particulier pour les patients qui ont eu ce qu'on appelle une mastectomie pour des lésions in situ qui ne sont pas encore infiltrantes et qui ont bénéficié d'une reconstruction mammaire.
Ensuite, il va y avoir les indications de chimiothérapie. Donc ça va dépendre un petit peu des caractéristiques moléculaires de la tumeur, parce que maintenant, il y a autant de tumeurs que de types de cancer. Et cette chimiothérapie, elle peut être faite après la chirurgie, et parfois, elle peut être aussi faite avant la chirurgie. Parfois, on va la faire avant la chirurgie pour essayer de diminuer la taille de la tumeur pour des patients qui auraient eu un cancer qui était un petit peu de taille trop importante. Et en fait, on va avoir souvent une très bonne réponse pour les patientes à qui on fait cette chimiothérapie préopératoire. On va pouvoir faire un traitement conservateur du sein après et ne pas faire une mastectomie totale, c'est-à-dire un traitement conservateur. Les patientes chez qui on va faire quasi systématiquement une chimiothérapie avant d'opérer, c'est les patientes qui vont avoir une mutation qui s'appelle HER2 sur la tumeur, pour lequel on a un traitement. Avant, c'était un facteur de mauvais pronostic quand on avait une mutation HER2, et maintenant, on a un traitement qui s'appelle le trastuzumab, qui est très efficace et qui a permis même d'améliorer le pronostic de ces patientes. Donc maintenant, c'est plus un facteur de mauvais pronostic. Et toutes les patientes qui ont une mutation HER2 bénéficieront d'une chimiothérapie et avec aussi du trastuzumab. Et en général, on le fait donc en préopératoire. Ça permet de diminuer la tumeur. Et souvent, quand on opère la patiente, après, la tumeur a complètement répondu à la chimiothérapie. On les opère quand même pour s'assurer qu'il n'y a pas de cellules. Les autres patientes qui vont avoir de la chimiothérapie avant l'opération, c'est des patientes qu'on appelle triple négatives. C'est-à-dire, c'est les patientes qui n'ont pas de mutation de HER2 et qui ont leurs récepteurs hormonaux qui sont négatifs à la tumeur. Donc, ces patientes-là, en général, aussi répondent bien à la chimiothérapie, même si c'est une forme d'un petit peu plus mauvais pronostic parce qu'on n'a pas la thérapie ciblée de HER2. Et quand on surexprime pas les récepteurs hormonaux, on peut pas donner une hormonothérapie après. Parce que ça, c'est le dernier traitement, c'est l'hormonothérapie. On va l'indiquer chez toutes les patientes qui ont une tumeur hormonodépendante. C'est fait sur l'analyse histologique de la tumeur, et les patientes, en général, elles vont avoir un comprimé par jour à prendre après le traitement pour diminuer le risque de récidive de la maladie. C'est pas tout à fait le même traitement quand les patientes sont pas ménopausées, quand elles sont ménopausées, mais c'est des anti-hormones, voilà, pour diminuer le risque de récidive du cancer du sein. Et après, ce qu'il faut savoir qui est important aussi quand on a eu un cancer du sein, c'est qu'il y a une surveillance qui est dédiée, où vous allez voir votre médecin et alternativement votre chirurgien, votre oncologue, si vous avez eu de la chimiothérapie, votre radiothérapeute, si vous avez de la radiothérapie, tous les 4 à 6 mois, et vous aurez une imagerie tous les ans pour vérifier qu'il n'y ait pas de récidive de la maladie. Est-ce que c'était clair? Très clair. Ça fait beaucoup d'informations, c'est très compliqué. Ouais, ça fait beaucoup d'informations, mais c'est bien parce que c'est très sectorisé, donc on voit à peu près le panel de traitements possibles, et que voilà, c'est pas parce que quelqu'un a eu tel traitement que vous allez avoir forcément le même. Chaque personne est différente, comme chaque cancer est différent aussi. Exactement, on est vraiment sur le cancer du sein maintenant, sur une médecine qui devient vraiment très très personnalisée du fait de tous les marqueurs qu'on a et de toutes les thérapeutiques aussi innovantes qui ont été développées. On revient un petit peu à une partie aussi importante, je pense. Maintenant, on détecte beaucoup plus facilement. Donc, il y a peut-être une augmentation de l'incidence du cancer du sein avec tout ce dépistage-là. Avec les nouveaux traitements, avec tout ça, c'est quoi à peu près le pourcentage de guérison? Alors, je sais que ça dépend du stade, ça dépend de l'évolutivité. Et est-ce qu'on avance un petit peu aussi sur ce sujet-là? On est sur 60 000 nouveaux cas par an, et le nombre de décès, c'est 12 000, dû au cancer du sein. C'est vrai que de toute façon, ce qu'il faut bien entendre aussi à toutes les personnes qui sont ou qui seront potentiellement diagnostiquées, comme on a dit, tous les cancers sont différents, tous les stades aussi sont différents. Un carcinome in situ n'équivaut absolument pas à un cancer de stade 4 métastasé partout. Exactement, un cancer in situ, on en guérira tout le temps. Quand il n'y a que le cancer in situ, après ça peut revenir. Bon, après ça peut être des chirurgies qui sont lourdes, comme j'ai dit, quand le cancer in situ est très développé, ce qui arrive malheureusement assez souvent, on est obligé de proposer une mastectomie pour éviter que ça se transforme en cancer infiltrant. Mais bon, on propose dans ces cas-là une reconstruction avec les plasticiens. Même si c'est pas idéal, on a quand même des résultats avec les nouvelles techniques de chirurgie plastique qui sont quand même pas mal du tout. Ouais, t'as un point aussi que je voulais aborder, mais vous faites bien de le dire. Il y a possibilité, après une chirurgie de mastectomie totale, où on peut faire une reconstruction au final. La reconstruction, elle peut être effectivement faite de manière immédiate pendant le bloc opératoire, pendant le bloc initial. Et dans certains cas aussi, en particulier quand il y a la radiothérapie, ça va dépendre un petit peu des plasticiens, mais
souvent, ils peuvent aussi proposer ce qu'on appelle des reconstructions mammaires secondaires qui sont faites à la fin de tous les traitements. D'accord. Et ça, on a combien de temps pour le faire? C'est-à-dire combien de temps on a pour le faire? Pour la À reconstruction, combien on de peut temps la faire. après? Alors, en général, c'est soit immédiat, soit si jamais il y a des rayons, les plasticiens aiment bien attendre parfois une année complète après le traitement. Mais bon, les patients sont vus avant consultation et si jamais ils peuvent commencer avant, ils commencent avant la reconstruction parce qu'il y a plusieurs techniques. Il n'y a pas que les prothèses. Il y a aussi des techniques par lambeaux qui sont faits parfois et surtout, ce qui se développe beaucoup actuellement, c'est le lipofilling. On va avoir plusieurs interventions où en fait les chirurgiens plasticiens vont faire des liposuctions, donc dans le ventre, dans les fesses et réinjecter après la graisse progressivement dans le sein. Et c'est vrai que ça donne des très très bons résultats esthétiques au final. Parce qu'on a vraiment c'est de la graisse, donc c'est comme c'est palpable comme une glande mammaire. On a des résultats parfois assez bluffants. D'accord, je ne connaissais pas du tout. Et, C'est- et pareil, ils utilisent aussi des techniques de reconstruction de l'aréole où ils vont faire une petite greffe. En général, ils vont prendre de la peau au niveau des cuisses pour avoir la bonne teinte de l'aréole. D'accord. Donc plein de possibilités aussi derrière. Ouais, les plasticiens, ils sont à fond. Après, il y a vraiment eu un gros développement de la chirurgie reconstructrice. Heureusement. Heureusement. Et pour revenir juste sur le suivi, ce suivi-là, il aura lieu pendant 5 ans ou est-ce qu'il aura lieu à vie, un suivi encore plus rapproché? Alors, le suivi, il aura lieu à vie, mais après, au bout de 5 ans, on voit les patients qu'une fois par an. D'accord. Et donc, au lieu d'avoir une mammo-écho comme les patients qui ont un suivi classique tous les 2 ans, ce sera tous les ans pour eux. Une petite question là qui me vient à l'esprit. Si jamais quelqu'un qui nous écoute, une patiente a plus de 50 ans et n'a pas reçu son papier pour réaliser l'échographie, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit se rendre chez son La médecin mammo et l'écho, généraliste ou ouais, bah, logiquement, la Sécu n'oublie pas. Il faut qu'elle vérifie que toutes ces coordonnées sont bien à jour. En général, c'est le PAC à 50 ans reçoit l'indication pour la mammo et le dépistage du cancer colorectal. C'est la Sécu vous souhaite une joyeuse anniversaire, on va dire. Non, mais sinon, après, elle peut aussi aller, bien entendu, si elle a rien reçu, voir son médecin qui passera une mammographie, même s'il n'y a pas la deuxième lecture, bien entendu, et qu'il y a le temps de mettre les choses au clair avec son centre de sécu. ok, ça marche. Je pense qu'on a pas mal fait le tour au niveau du cancer du sein, c'était très clair. J'espère que les auditeurs en auront appris un petit peu plus, parce que c'est vrai que c'est tellement fouillis ce qu'on peut voir, et puis bon, dans cette période-là d'Octobre Rose, on a plein d'infos dans tous les sens, même si je trouve que c'est plutôt très cadré. Ça fait du bien d'entendre de nouveau un peu tout ça. J'aimerais aborder un cancer qui est beaucoup moins mis en avant, mais tout aussi important, le cancer du col de l'utérus, qui est un cancer qui touche plus la femme jeune, pour lequel on a un vaccin, et il y a plein d'infos qui tournent sur tout ce sujet-là. Je pense qu'on a un taux de dépistage, alors je connais pas les statistiques, mais qui est malheureusement pas très bon en France. J'aimerais bien qu'on refasse un petit peu le point sur tout ça. Alors effectivement, donc le cancer du col, c'est quelque chose qui est quand même en diminution. Hein. On est sur à peu près 3000 cas par an en France. Alors vous dites que c'est le cancer de la femme jeune, c'est ce que j'avais appris dans mes livres aussi quand j'étais externe et étudiant, mais c'est vrai que on est passé de 35 ans à plutôt 50. C'est-à-dire qu'on a quand même une augmentation, on va dire qu'il y a une augmentation de l'âge des patients. Donc c'est pas forcément la femme jeune. Voilà, ça peut vraiment toucher toutes les femmes. Ce cancer, il est dû à un virus. Il est dû à un virus qui s'appelle le papillomavirus, qui est quelque chose qui est bien connu, où en fait on l'attrape lorsqu'on a des rapports sexuels. Hein. Le papillomavirus, c'est quelque chose qui est très très répandu. Hein. En population prévalence, alors je parle des anciennes populations non vaccinées, on est à plus de 80% de prévalence. Et puis ce papillomavirus, au niveau du col de l'utérus, il va soit disparaître et guérir tout seul, soit parfois provoquer des petites anomalies, on en parlera tout à l'heure, qui vont donner des lésions précancéreuses. Et puis après, si on ne fait rien et si on ne fait pas le suivi adéquat, peuvent rarement se transformer en authentique cancer du col de l'utérus. Alors pour le papillomavirus, on a de la chance, on a un vaccin
qui est proposé maintenant au collège, hein, pour les enfants, que ce soit les garçons et les femmes. Ce papillomavirus, je rappelle aussi qu'il est responsable de cancer de la gorge, hein, de manière importante. Et donc, on sait par certains pays, en particulier l'Australie et l'Irlande ou l'Écosse, je ne sais plus, qui ont des très très hauts taux de vaccination depuis plusieurs années et qui ont quasiment éradiqué le cancer du col de l'utérus. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très efficace. Le vaccin, il a changé récemment. Avant, il était sur 4 souches et maintenant, il s'attaque à 9 souches. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'HPV, tous les HPV ne donnent pas des cancers du col. Les HPV qui donnent des cancers du col, c'est les HPV oncogènes. En général, le numéro, c'est 16, 18, 31, leurs petits noms les plus fréquents. Et puis, il y a les HPV non oncogènes qui, eux, donnent des verrues génitales. Et donc, le vaccin qui est sur les 9 souches va protéger contre les HPV oncogènes et aussi contre d'autres HPV qui donnent des verrues génitales. C'est un petit peu tout bénéfice et on dit aussi que cette vaccination contre les 9 sérotypes, ça peut être une vaccination croisée, donc ça protégerait contre un petit peu plus. Donc ça, c'est vraiment la prévention primaire dont on dispose pour le cancer du col de l'utérus. Et à qui s'adresse ce vaccin, justement? Eh ben, à tout le monde. À tout le monde. Il s'adresse à tous les adolescents. Donc ça, c'est très important et j'invite vraiment tous nos collègues médecins généralistes qui ont vraiment qui sont vraiment les acteurs majeurs de cette vaccination chez les jeunes enfants, en tout cas pour convaincre les parents, pour ceux qui seraient passés à côté au collège. Et maintenant aussi ouvert aux garçons. Oui, tout à fait. Garçons et filles. Tout à fait. Est-ce qu'on connaît d'autres facteurs de risque de développer ce cancer-là aussi, autre que l'HPV? Est-ce que c'est vraiment, si on doit en retenir qu'un, c'est celui-là. Donc, qu'est-ce qui se passe à peu près au niveau du col quand on est infecté par le HPV? Comme je vous le disais, au niveau du col, soit il se passe rien du tout, et donc d'ailleurs en général l'HPV va disparaître au bout d'un moment, soit on va avoir des petites lésions qui vont se faire au niveau du col, qui s'appellent des lésions dysplasiques du col de l'utérus, et ça va être l'objet du dépistage du cancer du col de l'utérus, pour lequel si on reçoit une invitation à la sécurité sociale pour aller faire soit un frottis, soit un test HPV. Je m'explique. Selon l'âge des patients, le dépistage n'est pas tout à fait le même. Il faut bien savoir qu'on fait pas de frottis avant l'âge de 25 ans, sauf s'il y a quelque chose de vraiment particulier. Donc, ce dépistage, ça commence à l'âge de 25 ans. On va faire un premier frottis cervico-vaginal. Donc, c'est un examen gynécologique. On va aller mettre un petit écouvillon au niveau du col de l'utérus et ça part à l'analyse. Et donc, si ce premier frottis est négatif à l'âge de 25 ans, il faut le renouveler 1 an après, à l'âge de 26 ans. Et puis après, 3 ans après. Ensuite, à partir de l'âge de 30 ans, c'est plus le frottis qu'on fait en première intention, c'est le test HPV pour rechercher la présence du papillomavirus ou pas. Si celui-là il est négatif, les recommandations sont de le refaire. On va dire qu'on est bon pour 5 ans. Dans ces cas-là, c'est avec un suivi tous les 5 ans. En revanche, s'il y a une anomalie sur le frottis ou le test HPV, ben là, il va y avoir des examens complémentaires qui vont être mis en route dans certains cas. Parfois, on va juste dire il faut contrôler dans 1 an. Et dans d'autres cas, on va mettre des examens complémentaires en route qui s'appellent une colposcopie. La colposcopie, c'est pareil, c'est comme un examen gynécologique. On va mettre des petits colorants sur le col de l'utérus. Et en fonction de cette petite coloration, on va faire des biopsies pour pouvoir regarder au microscope ce qu'il en est. Et en fonction de ces résultats, on peut avoir, si on retrouve des lésions précancéreuses, une indication à faire une petite intervention qui s'appelle une conisation, c'est-à-dire retirer un petit morceau de col de l'utérus pour l'envoyer à l'analyse, vérifier qu'il n'y a rien de plus grave que ce qu'on pensait et surtout guérir la patiente. Et après, il y aura quand même une surveillance derrière où on refera un test HPV 6 mois après pour vérifier que le virus est négatif. Par contre, s'il est toujours là, on refait une colposcopie et on peut refaire les choses un petit peu comme ça. Et ça permet aussi très rarement de trouver des cancers du col de l'utérus. Il y a deux modes de présentation, on va dire, pour le cancer du col de l'utérus. Donc, on va avoir le mode par le dépistage, où on va trouver des toutes petites lésions, donc qui vont pouvoir bénéficier d'une chirurgie assez simple et qui vont même parfois pouvoir bénéficier juste d'une
conisation, ça sera juste un morceau du col de l'utérus pour essayer de préserver la fertilité derrière. Et après, on va avoir des modes de présentation qui sont sur des cancers du col qui vont être, on va dire, un petit peu plus avancés, c'est-à-dire que la tumeur est un petit peu plus développée. On va avoir dans ces cas-là des patientes qui vont consulter pour des saignements, en particulier des saignements après les rapports, des saignements un petit peu n'importe quand spontanés. Et puis parfois, c'est des patientes aussi qui peuvent avoir mal au ventre. Et donc là, on sera pas forcément sur le même traitement. Dans ces cas-là, quand on est sur des maladies qui sont un petit peu plus avancées, le traitement, c'est la radiothérapie qui est couplée à la chimiothérapie, avec après, en général, une irradiation supplémentaire qui est une curithérapie, mais avec lesquelles on a de très bons résultats. Très très clair aussi. Et j'ai une question qui me vient à l'esprit, enfin une question que sûrement certaines personnes pourront se poser. Et si jamais je me suis fait vacciner, est-ce que je dois quand même faire le dépistage ou pas? Ça, c'est un peu la grande... Tout, oui. Surtout, oui. Parce qu'en fait, le dépistage, c'est comme tous les vaccins, ça, je n'apprendrai rien à personne. On n'a pas une efficacité de 100%. Donc, il faut surtout faire, faut quand même faire malgré la vaccination, le dépistage par frottis ou test HPV. Hein. Effectivement, on a quelques patientes qui ont bien été vaccinées et qui ont quand même des HPV qui sont pas en général ceux qui étaient protégés par la vaccination. C'est souvent d'autres HPV parce qu'on les sérotype. Mais en général, après voilà, j'ai jamais eu chez les patientes actuellement vaccinées et suivies des cancers authentiques en tout cas. Mais il y en aura. Voilà, mais ça reste infinitésimal parce que le principe de la vaccination aussi, c'est de ce qu'on appelle de faire l'effet troupeau. C'est-à-dire que plus il y a gens de vaccinés, de moins en moins on a de virus qui circulent et de moins en moins on l'attrape au final. Mais pour ça, on estime qu'il faut des taux de vaccination qui soient supérieurs à 70%. Je peux pas vous donner officiellement ceux du col de l'utérus parce que je connais pas les données exactes et je suis bien incapable de savoir parce qu'il y a beaucoup de patientes aussi qui sont vaccinées hors campagne de dépistage, hors campagne de vaccination. Petit sujet un peu controverse que j'avais pu voir moi quand j'étais adolescent. On nous parlait un peu de ça en disant que ce vaccin-là n'était pas sûr, provoquait d'autres maladies telles que la sclérose en plaques, augmenter l'auto-immunité. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été prouvées? Est-ce que tout ça c'est que du vent? Est-ce qu'on se lançait un petit peu plus sur ça? Je pense que c'est une inquiétude de tout le monde. Ouais, c'est une inquiétude de tout le monde. À ma connaissance, il n'y a pas de restriction sur cette vaccination. Sur la sclérose en plaques, c'était surtout l'hépatite B, hein, d'ailleurs, qui était à l'époque mise en cause, mais je crois que le lien a jamais été montré. Mais en tout cas, le bénéfice est tellement supérieur à l'hypothétique risque que pour moi, il n'y a pas de discussion, en particulier très sensibilisé au sujet puisque je soigne les cancers du col de l'utérus. Bon, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, cette histoire de balance bénéfice-risque où voilà, c'est des hypothétiques effets secondaires, des hypothétiques liens encore plus pour ce vaccin-là. Bon. Voilà, ce qu'il faut se dire vraiment, c'est que le bénéfice de la vaccination pour limiter l'HPV, il est bien pour vous et comme on a dit, c'est aussi pour tout le monde parce que si tout le monde se vaccine, le virus n'existe plus et on peut éradiquer cette maladie-là comme on le fait dans d'autres pays. Et quel est l'impact des traitements justement de la chirurgie du cancer du col, type conisation, sur la fertilité et la grossesse plus tard? Est-ce qu'il y en a un? Alors, la conisation, ça consiste à retirer un petit morceau de col de l'utérus. Donc, on va essayer d'être le plus économe possible chez les patients, c'est-à-dire de retirer assez, mais le moins possible chez les patientes qui sont jeunes. Et en particulier, si on n'est pas en berge saine sur les côtés après une conisation pour des lésions précancéreuses qui sont pas du cancer, on fait une surveillance juste avec un test HPV à 6 mois, on réopère pas pour ça. Hypothétiquement, ça raccourcit un petit peu la longueur du col de l'utérus. On a dit très longtemps que ça provoquait des menaces d'accouchement prématuré, des accouchements prématurés, etc. Finalement, c'est pas si clair dans la littérature. On n'est pas certain que ce risque soit très augmenté. En revanche, il faut bien, une fois qu'on a une conisation, quand on a une grossesse, le spécifier au médecin ou à la sage-femme qui va suivre la grossesse pour mesurer la longueur du col, parce que si jamais il y avait un problème, on pourrait être amené, s'il était trop court, à faire ce qu'on appelle un cerclage en début de grossesse, c'est-à-dire faire un nœud au niveau du col pour limiter le risque de menace d'accouchement prématuré. L'autre chose sur la fertilité qui a été c'est le risque de sténose du col, c'est-à-dire que le col, une fois qu'on le retire, il cicatrise mal
et il se ferme et les règles ne pourraient plus s'écouler et le sperme ne plus passer pour une grossesse. Écoutez, en 15 ans d'expérience, j'ai jamais eu de cas, donc ça doit pas être si fréquent. Tout très clair. Donc, je pense qu'un des gros messages à retenir en ce qui concerne le cancer du col, ça va être vraiment vaccination pour les adolescents et adolescentes, les deux, et surtout dépistage à 25 ans. Voilà, dépistage qui peut être fait pas forcément par le gynécologue, hein, qui peut être fait par le médecin généraliste. Médecin généraliste, sage-femme, par tout le monde. Et même parfois, il y a quelques labos aussi qui font directement les frottis et les tests HPV, des laboratoires biologiques. D'accord, je savais pas. Donc tout le monde peut y avoir accès. Ça peut être, ouais, voilà, ça peut être dans certains endroits où on peut être un petit peu limité en termes d'accès au sang. En tout cas, ça peut être une solution possible. Le nouveau topic que je voulais aborder, c'est la thématique du cancer de l'endomètre, aussi appelé cancer de l'utérus. Alors, oui, cancer du corps de l'utérus. Du corps de l'utérus. On vient de parler du cancer. C'est le cancer de l'endomètre. Mais on peut revenir justement là-dessus un peu sur peut-être juste la partie un peu anatomique de l'utérus. Qu'est-ce qui différencie le col du corps? Est-ce que c'est les mêmes cellules? Est-ce que c'est les mêmes cancers? Alors non, c'est pas les mêmes cancers. En général, les cancers du col de l'utérus. Donc le col de l'utérus, c'est ce qu'on va avoir quand vous avez un examen gynécologique, c'est le col de l'utérus qu'on voit, ce qu'on appelle un épithélium malpighlien kératinisé, comme on a dans la bouche, et qui donne des cancers épidermoïdes de la même manière qu'on peut avoir des cancers ORL avec l'HPV. D'ailleurs, c'est les mêmes traitements, c'est de la radiochimiothérapie pour les deux. Très rarement, on peut avoir des cancers de l'intérieur du col, c'est-à-dire qu'il y a une petite muqueuse à cet endroit-là, ça donne des adénocarcinomes, mais c'est quand même moins de 10% du total des cancers du col de l'utérus. Et par contre, pour ce qui est le cancer de l'endomètre, à l'intérieur de l'utérus, c'est dans la très grande majorité des cas des adénocarcinomes de l'utérus. Et ces cancers-là, ils touchent quelle partie de la population, ce cancer du corps? Alors, c'est un petit peu plus fréquent que le cancer du col, ça touche quand même 8000 patients par an à peu près en France. Les facteurs de risque, ça va être surtout tout ce qui est hyperexposition aux oestrogènes. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types d'hormones chez la femme, les oestrogènes et les progestatifs. Les oestrogènes sur l'endomètre, c'est-à-dire que la muqueuse à l'intérieur de l'utérus, ça va faire gonfler l'endomètre. Alors que les progestatifs, inversement, eux, ils vont faire diminuer l'endomètre. Et donc, tout ce qui est surexpression d'œstrogènes, ça va favoriser, par cette augmentation du volume, le risque de cancer de l'endomètre. Donc, ça va être un petit peu les mêmes facteurs de risque que on a dit tout à l'heure pour le cancer du sein. Donc, toutes les patients qui ont une exposition importante aux œstrogènes, des premières règles précoces, une ménopause tardive, l'obésité avec aromatisation des androgènes, ça va favoriser le cancer. Et c'est pour ça aussi que quand on prescrit un traitement hormonal substitutif à une patiente, en France, contrairement aux États-Unis, on prescrit un progestatif avec pour les patients qui ont un utérus, pour diminuer ce surrisque d'augmentation du cancer de l'endomètre. Ce qui n'était pas fait initialement aux États-Unis, c'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup de problèmes là-dessus, mais chez nous, les recommandations, c'est si vous avez un traitement hormonal substitutif, vous prescrivez des progestatifs pour les patients qui ont encore leur utérus pour pas augmenter le risque de cancer de l'endomètre. Après, on va avoir aussi des syndromes de prédisposition génétique, c'est des syndromes de Lynch ou HNPCC qui provoquent des cancers de l'endomètre. Et ça, c'est les mêmes facteurs de risque que les cancers colorectaux. Donc, quand il y a une mutation génétique, on surveille aussi de manière, on va dire, de manière annuelle, en tout cas, qui se passe au niveau de l'utérus pour vérifier qu'il n'y a pas de cancer de l'endomètre, et on propose une chirurgie prophylactique pour retirer l'utérus chez les patients qui ont un syndrome de Lynch. Et ce cancer-là, lui, touche plutôt des personnes âgées, une moyenne d'âge à peu près, est-ce que vous l'avez? Alors, oui, il touche des patientes plutôt âgées. Donc, comme on l'a tous appris dans nos livres, toute femme qui a des saignements et qui est ménopausée présente un cancer de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire. Et nous, c'est en pratique ce qu'on va faire. Se remettre à avoir des règles après la ménopause ou avoir des saignements après la ménopause, c'est pas normal. Donc, il faut aller consulter. Donc, qu'est-ce qu'on va vous prescrire comme examen? En général, le premier examen qu'on va faire, c'est une échographie. Enfin, c'est un examen clinique pour vérifier que ce soit bien l'intérieur de l'utérus qui saigne et pas le col de l'utérus. On va voir aussi le cancer du col de l'utérus qui saigne. Donc, une fois qu'on aura fait ça, on va prescrire une échographie et puis à ce moment-là, en fonction des résultats,
il faudra en général aller faire des prélèvements à l'intérieur de l'utérus qui peuvent être faits sous différentes manières, par hystéroscopie, par biopsie d'endométriose, etc. Et à ce moment-là, on aura diagnostiqué, on pourra proposer un traitement. Alors, la chance qu'on a avec ce cancer, c'est qu'il y a des saignements. Donc, c'est un signe clinique qu'on a assez tôt dans ce cancer, et donc, très souvent, on diagnostique ces cancers-là à des stades précoces et qu'on peut bien guérir. Vous avez parlé de l'exposition aux œstrogènes. Est-ce que l'exposition aux œstroprogestatifs, comme la contraception, augmente ou non le risque de cancer du corps, sachant que les progestatifs ont l'air d'avoir un effet, eux, de leur côté, un peu plus protecteur? Ouais, tout à fait. Logiquement, c'est quand on a une contraception œstroprogestative, c'est pour ça qu'on n'a jamais de contraception œstrogénique pure, il n'y a pas forcément d'augmentation du risque à ce niveau-là. Et encore une fois, c'est vraiment une maladie qui, hors prédisposition génétique, va toucher surtout les patientes ménopausées ou plus rarement les patientes obèses. On trouve un peu au final les mêmes facteurs de risque pour le cancer du sein et l'exposition hormonale. J'interromps rapidement l'épisode. Si le podcast vous plaît, prenez quelques secondes pour vous abonner et laissez 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Ça nous aide beaucoup et nous permet d'avoir des invités toujours plus passionnants. Merci encore, on peut reprendre. Un autre cancer auquel j'avais pas pensé au départ, c'est un ami à moi, gynéco, qui m'y a fait penser, c'est aussi le cancer de l'ovaire, qui est un cancer assez méconnu, souvent découvert tardivement et souvent malheureusement gravissime à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut faire un petit point aussi sur celui-là? Alors, le cancer de l'ovaire, heureusement, c'est un cancer qui est très rare. Donc, ça touche à peu près 4000 patientes par an en France. C'est rare, sans être très très rare. Effectivement, la problématique qu'on a sur le cancer de l'ovaire, c'est que contrairement au cancer de l'endomètre où il y a des saignements, en général, sur les cancers de l'ovaire, très souvent, il n'y a pas de saignement. Donc, on va finir par avoir des symptômes une fois que le cancer il sera un petit peu étendu. Ce qu'on va avoir comme symptômes, en général, les patientes elles vont se plaindre de douleurs abdominales, de constipation, de choses comme ça. Et effectivement, dans 2/3 des cas, ces patientes-là, on va faire un diagnostic de cancer de l'ovaire à un stade avancé. Et dans 1/3 des cas, à contrario, on les diagnostique quand même à des stades précoces pour lesquels on peut avoir des traitements parfois même conservateurs chez les patients. D'accord, et c'est un cancer qui touche aussi toutes les patientes, peu importe la tranche d'âge? Alors, c'est un cancer qui touche. Alors, il y a plusieurs types de cancers de l'ovaire. Il y a ce qu'on appelle les tumeurs épithéliales, qui sont les tumeurs les plus fréquentes. Donc, c'est de ça dont on va parler. Il y a les tumeurs non épithéliales qui vont toucher plutôt les patientes jeunes, mais celles-là, elles répondent très bien au traitement. Donc, en général, c'est pas si problématique que ça. Et puis, il y a les tumeurs frontières de l'ovaire qui sont entre le cancer et pas le cancer, mais ça, c'est en général, ça se règle avec les chirurgies sans problème. Les tumeurs épithéliales, ça va toucher surtout les patientes ménopausées. Et puis on va avoir des patientes aussi qui font partie des syndromes de prédisposition génétique BRCA, comme on a parlé tout à l'heure pour le cancer du sein. Alors vous allez me demander s'il y a un dépistage qui est organisé pour le cancer de l'ovaire. La réponse est non. Non, sauf pour les patientes qui sont mutées BRCA. Alors les patientes qui sont mutées BRCA, on va leur faire des échographies et surtout quand elles ont une mutation BRCA1, on va leur proposer de retirer les ovaires et les poumons, faire une annexectomie bilatérale à l'âge de 40 ans, et les patientes mutées BRCA2 à l'âge de 45 ans. Inversement, en population générale, il y a des essais qui ont été faits pour essayer de dépister le cancer de l'ovaire. Le problème, c'est que ça entraînait une mortalité supérieure à ce qui était fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait des échographies, on trouve des choses. On va trouver plein de tumeurs bénignes de l'ovaire, des kystes ou des choses comme ça, et donc on va faire une augmentation du nombre de chirurgies, mais on peut mourir d'une chirurgie, ça c'est un truc qu'on oublie un petit peu. C'est un effet qui est très rare. Quand on est sur un dépistage d'un événement extrêmement rare, en fait, on va faire plus de chirurgie, on va induire une morbidité, une mortalité qui est supérieure. Donc en population générale, le dépistage du cancer de l'ovaire n'a pas montré son efficacité. Ce qui n'est pas vrai par contre pour les populations spécifiques, bien sûr, qui ont une mutation et qui doivent bénéficier d'un dépistage. De la même manière, quand on a des symptômes anormaux, il faut aller consulter pour faire une image. Point qui me vient un peu en tête, là, qu'est-ce qui différencie, je pense que c'est une question que les personnes peuvent se poser, on m'a trouvé un kyste lors d'une échographie sur un ovaire, est-ce que c'est un cancer? Est-ce que ça peut évoluer en cancer? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Heureusement, là aussi, et la plupart des kystes de l'ovaire, c'est des choses qui sont bénignes.
En général, l'échographie d'ailleurs va vous dire bon c'est bénin, on contrôle ou parfois même on contrôle pas parce que tous les mois les patientes elles ont des follicules sur l'ovaire, elles sont pas ménopausées donc on peut avoir l'impression que c'est des kystes, mais la définition d'un kyste c'est 3 centimètres. Après, si l'échographiste il a un petit doute, en fait, il va vous ou si par exemple le kyste fait plus de 5-7 centimètres, il va envoyer faire ce qu'on appelle une IRM pelvienne. L'IRM pelvienne, c'est le meilleur examen au niveau gynécologique, en particulier, qui permettra au mieux de caractériser le kyste de l'ovaire. Et on peut aussi faire ce qu'on appelle des marqueurs tumoraux pour voir s'ils sont augmentés. Et après, en fonction des résultats de l'IRM, en général, on vous adressera à un chirurgien gynécologue qui vous dira ce qu'il faut faire ou pas. Parfois, il y a des kystes qui peuvent se retirer. Il peut y avoir une indication à retirer un kyste, mais pas l'ovaire en entier. Et inversement, par contre, s'il y a une suspicion d'eux, en général, par contre, on va aller retirer l'ovaire en entier parce que ce qui est important, c'est pas de rompre. Si on avait, par exemple, un kyste de l'ovaire où il y avait un tout petit cancer dedans, on retire l'ovaire en entier parce qu'on a peur de rompre et de mettre des cellules tumorales dans le ventre qui grèveraient un petit peu le pronostic. Dans ces cas-là, quand il y a un doute fort, on fait l'annexectomie, c'est-à-dire qu'on retire la complète. Sachant qu'on a 2 ovaires, donc si on en retire un, il en reste un. Voilà, exactement. Je préfère préciser quand même. Même question pour aussi les fibromes. Chose pareille, une question que certaines patientes peuvent poser parfois, j'ai un fibrome, est-ce que ça peut dégénérer en cancer du corps de l'utérus aussi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je suis en danger aussi? Alors, les fibromes, c'est ce qu'on appelle des tumeurs, mais une tumeur, c'est pas un cancer, c'est une tumeur bénigne du muscle de l'utérus qui s'appelle le myomètre, à ne pas confondre avec les sarcomes. Donc ça, on a des caractéristiques à l'imagerie, à l'échographie et à l'IRM qui nous font la différence entre les deux. Un fibrome, ça peut provoquer plusieurs choses. Ça peut provoquer des douleurs parfois, donc ça, on les traite par des antalgiques. Ça peut provoquer des saignements, donc il y a plusieurs moyens qui peuvent être médicamenteux ou chirurgicaux pour les retirer. De la même manière, chez certaines patientes, ça peut provoquer de l'infertilité, donc dans ces cas-là, en général, on va faire un traitement chirurgical pour les retirer. Et puis après, il peut y avoir parfois, quand ils sont très gros, ça peut appuyer sur la vessie, ça peut gêner les patientes. Pareil en arrière, ça peut les constiper, donc on peut avoir des chirurgies qui peuvent être faites là-dessus. Mais dans la plupart des cas, les fibromes, ils n'entraînent aucun symptôme. Et quand un fibrome n'entraîne aucun symptôme, il faut surtout le traiter par le BPJ. C'est-à-dire qu'on n'y touche pas. On le surveille tout simplement. J'ai plein de patients qui viennent à la consultation, qui me sont adressés, docteur, c'est gravissime. J'ai un fibrome de 1,5 cm au milieu de l'utérus qui me fait pas mal, qui me fait pas saigner, qui me fait pas d'infertilité, tout va bien. Et la dame, on part avec son fibrome chez elle. Voilà, donc pas de panique vraiment sur le fibrome. Ça peut entraîner des symptômes. Quand il y a des symptômes, il faut traiter ces symptômes. Il n'y a pas de dégénérescence trouvée du fibrome en sarcome. Ça, c'est quelque chose qui a été très longtemps discuté, mais les caractéristiques à l'imagerie sont pas les mêmes. Maintenant, à l'IRM, on a quand même des caractéristiques qui sont vraiment différentes entre les deux et les radiologues savent bien apprécier les différences. Très clair. Ça permet de répondre un peu. Je pose comme ça les questions qui m'ont déjà été posées, auxquelles j'avais une hypothétique réponse sans avoir autant d'explications, donc c'est chouette. Je prépare mes arguments comme ça. Autre question aussi qui a pu être posée, c'est est-ce qu'il existe un lien entre de l'endométriose et le risque de développer certains de ces cancers-là? Oui, il y a une étude qui vient de sortir qui montre qu'on a plus de chances de faire un cancer de l'ovaire quand on a une endométriose. C'est déjà quelque chose qui était quand même connu depuis de nombreuses années, en particulier un type histologique qui s'appelle les cancers de l'ovaire à cellules claires, les cancers endométrioïdes. Mais là, il y a une grande étude, c'est dans le JAMA, je crois qu'elle est sortie il y a quelques mois, qui confirme qu'il y a un lien entre endométriose et cancer de l'ovaire. Que ça nécessite une surveillance particulière pour les patientes? Alors, les patientes qui sont endométriosiques, de toute façon, doivent bénéficier d'une surveillance. Elles doivent être suivies par leur gynécologue au moins une fois par an pour vérifier que tout va bien. Et en général, il y a une imagerie de contrôle qui est faite. Les marqueurs, c'est un petit peu compliqué chez les patients qui ont l'endométriose, les marqueurs tumoraux, parce qu'ils sont augmentés de base du fait de leur pathologie, en particulier, je pense au CA125. Donc, chez ces patients-là, ça va être un mauvais examen pour nous orienter au diagnostic. Mais par contre, il faut avoir effectivement des imageries de référence, en particulier des IRM pelviennes par des radiologues qui sont un petit peu experts dans le domaine.
Et c'est le cas seulement pour le cancer de l'ovaire et pas pour les autres cancers? À ma connaissance, c'est peut-être une question piège, mais en tout cas, comme ça sur le cancer du col, non. De toute façon, c'est pas hormonal. Sur le cancer de l'endomètre, non, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment sur le cancer de l'ovaire qu'il y a une association. D'accord, c'est pas du tout une question piège, ne vous inquiétez pas. C'était Non, plus mais je plaisante. une vraie interrogation. J'étais en train de... Ça me permet de faire le lien aussi. Vous avez parlé du suivi justement un peu chez les patientes atteintes d'endométriose. Et au final, chez une patiente lambda qui n'a pas forcément de problème particulier, qui n'a pas d'antécédents particuliers personnels ou familial, quel est le suivi préconisé avec le gynécologue? Est-ce qu'elle doit en voir un tous les ans? Est-ce que juste un suivi avec son médecin généraliste suffit? Est-ce qu'il faut qu'elle en voie un tous les 5 ans? Qu'est-ce qu'on sait sur ça? Alors, les préconisations, c'est simple, hein, le suivi gynécologique, sous réserve que le médecin généraliste s'y intéresse, parce que c'est pas toujours le cas, c'est très très bien. Pareil, ça peut aussi être fait par une sage-femme. Les préconisations, c'est un examen sénologique, hein, c'est-à-dire que là, c'est une hétéropalpation tous les ans pour vérifier que tout va bien après l'âge de 25 ans. Hein. Avant l'âge de 25 ans, vous avez bien compris qu'il n'y avait pas de test HPV, donc il n'y a aucune raison d'embêter les jeunes femmes, sauf quand on prescrit la contraception, vérifier qu'il n'y ait pas de boule qu'il n'y ait pas de tuméfaction mammaire, mais en tout cas, il n'y a aucune indication, enfin, un examen gynécologique, si elle n'en a pas besoin. Et après, donc, ça va être rythmé, on va dire, par les tests, par les frottis et tests HPV. Un examen sénologique annuel, ça paraît raisonnable. Donc, moi, à partir de 25 ans, ça me choque pas que les patientes elles aient un suivi annuel par leur médecin généraliste, leur sage-femme et éventuellement leur gynécologue. Le gynécologue, il peut très bien être là aussi en deuxième ligne. Hein. Moi, j'ai aucun problème à avoir parfois des patients qui sont très très bien suivis par leur médecin traitant et qui me l'adressent épisodiquement pour me poser une question particulière, on va dire, sur de la contraception ou une éventuelle indication chirurgicale. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de trust à ce niveau-là. D'accord. Et en ce qui concerne l'échographie, est-ce qu'il y a, pareil, une préconisation particulière d'une écho toutes les 5 ans ou... Vous voulez dire pour les échographies pelviennes? Oui, échographie pelvienne, endovaginale. Il y a aucune recommandation à ma connaissance. Et quand on cherche, on trouve des choses. En pratique, la plupart des gynécologues ont un appareil d'échographie dans leur cabinet de consultation et très souvent, en complément de leur examen clinique, vont faire une échographie pelvienne pour regarder s'il y a rien dans les ovaires. Ce que je vous disais tout à l'heure, il faut pas le faire. En pratique, c'est fait. D'accord. Mais le médecin généraliste, en tout cas, lui, n'a pas à demander forcément d'échographie s'il n'y a rien à l'examen. Voilà, s'il n'y a rien à l'examin, après, il demandait une échographie si la patiente a des douleurs, il y a un suivi particulier, par exemple de fibrome ou choses comme ça, où ça peut être une IRM. Mais il n'y a pas d'indication si tout va bien et qu'il n'y a pas d'antécédents familiaux particuliers à réaliser une échographie. Okay. Ça permet d'éclaircir un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que le suivi est toujours un peu particulier et parfois chacun fait un peu à sa sauce. On a du mal, nous. Ouais, chacun fait à sa sauce. Alors, moi en particulier, mais ça, c'est pas recommandé. Les patients qui ont des antécédents familiaux, carcinologiques, c'est vrai que ces patients-là, je leur fais plus volontiers une échographie pelvienne, mais il n'y a pas vraiment de cadre. On a fait pas mal le tour. C'était super clair. Franchement, j'ai appris des trucs moi aussi, donc j'espère que les gens qui nous écoutent ont appris tout autant de choses, si ce n'est plus. J'aimerais conclure par, je fais habituellement, 5 un peu conseils pour limiter justement et prévenir le risque de cancer sur ces cancers-là au final, que ce soit le sein, l'ovaire, l'endomètre ou bien le col. On va commencer les 5 conseils. On va faire déjà la prévention primaire. Donc les choses dont on peut bénéficier, c'est de bien faire vacciner les jeunes femmes et les jeunes hommes contre l'HPV pour diminuer le risque de cancer du col et des cancers de la gorge et du pénis aussi chez le garçon. Ensuite, l'autre conseil, ça va être sur l'autre prévention primaire, de continuer à faire du sport et une activité physique régulière qui permettent de diminuer l'obésité et donc de diminuer par là même un petit peu votre risque de cancer de l'endomètre et le cancer du sein. Ensuite, ça va être de faire un suivi qui sera régulier, donc comme on l'a évoqué tout à l'heure, bien suivre les préconisations pour les examens cliniques et en particulier la réalisation du frottis et des tests HPV pour la prévention
du cancer du col. Ça va être aussi un quatrième conseil de bien suivre les invitations que vous allez recevoir de la Sécu pour faire vos mammographies, vos échographies dans le cadre du dépistage organisé de l'âge de 50 à 74 ans et et bien entendu votre test HPV quand vous recevez, enfin le dépistage par la CPM pour le test HPV où on vous donne un petit papier pour lequel vous pouvez aller chez votre médecin pour le faire. Et puis dernièrement, on était à 4. Hein. On était à 4. Et donc le cinquième, donc j'ai dit bouger, faire du sport. Mammo écho. Et puis bien entendu, le cinquième conseil, c'est si jamais vous avez des douleurs pelviennes, c'est-à-dire mal au ventre et que c'est pas normal, que vous avez des saignements qui surviennent en dehors des cycles, et à ce moment-là, il faut aller consulter sans trop attendre votre médecin traitant, votre gynécologue ou votre sage-femme pour faire le point et vérifier qu'il n'y ait pas de choses particulières. Que dans la plupart des cas, quand on diagnostique une pathologie de manière précoce, on pourra d'autant mieux la traiter. Je pense que c'est une conclusion géniale à tous ces chapitres-là. Maintenant que vous avez toutes les cartes en main, et c'est vrai que je voulais insister vraiment sur cette partie dépistage qui est vraiment essentielle au final parce qu'on a la chance d'être dans un pays où on a ce dépistage qui est organisé, qui est gratuit, où on a ce vaccin qui est remboursé par la Sécu. Et comme vous l'avez dit, il y a des pays qui ont réussi à éradiquer entièrement le cancer du col, qui n'est pas forcément le cas en France puisqu'on a encore un peu de retard sur la vaccination. Mais voilà, on peut tendre vers ça et ce sera tout bénef pour les femmes. Juste, on peut vous retrouver donc sur le compte Instagram de la SCGP. Ouais, la chaîne Santé Gynéco. C'est ça. D'accord, je la mettrai en lien du podcast, donc ce sera parfait. Je vais couper l'enregistrement, on reste juste ensemble 5 petites minutes que ça se télécharge suffisamment et puis je me libère. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Vous avez maintenant des outils pour prendre soin de votre santé au quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Nous on se retrouve dans 2 semaines. Ciao.